J'ai un ami hier qui m'a dit qu'il avait un voisin qui s'était fait injecter il y a 10 jours. Alors, je crois que c'est Pfizer aussi, et qui est mort samedi dernier, 57 ans, crise cardiaque. Mais s'il fallait faire reconnaître, euh, c'est très Ouais, difficile, encore ouais, presque en 2026, parce que, encore une fois, on oublie, j'allais dire, vous oubliez. Je vous vise pas personnellement, hein, les ouais, invités. C'est de manière générale, je le dis. On oublie souvent une chose, c'est que les labos pharmaceutiques, avant même que les injections soient promues médiatiquement parlant, s'étaient déjà arrangés avec les États pour être immunisés. Vous croyez qu'Albert Bourla, qui est vétérinaire de formation, il faut quand même comprendre ce que ça c'est signifie. ça. Nous sommes du bétail pour ces gens-là. Nous sommes des inutiles. C'est Harari. C'est vous êtes des merdes, donc vous Mmh, méritez de crever. Ces gens-là pensent comme ça. Je suis désolé, c'est pas moi qui le dis. Ils l'ont dit en conférence. Et tout à donc, fait. il y a 9 pages d'effets indésirables. Et ne les appelons plus effets indésirables, s'il vous plaît. Nous sommes en guerre. Donc vous êtes des blessés de guerre, au même titre que les soldats dans les tranchées ou les poilus en 14. Parce qu'en fait, le but, c'était de vous empoisonner, de vous assassiner. Et ceux qui résistaient à ça, comme moi, on a été traités de complotistes et d'antivax. Mais comme le disait le professeur Montagnier, Feu Montagnier, les non-vaccinés sont les gardiens de l'humanité. Alors, le professeur Montagnier a eu peut-être des zones d'ombre dans sa vie, mais au moins sur cette phrase-là, il avait peut-être pas tort. Donc le but, c'est déjà de comprendre comment on peut se sortir de ce merdier aujourd'hui. Et c'est aussi le but de Alors, l'émission, parce que mmh, on comprend en fait que tout est vérolé depuis le départ et que Macron fait partie des comploteurs en chef, puisque Bill Gates, Soros, Davos, etc., tout ça ont missionné ce plan génocidaire. Et là, ce qui se passe en ce moment pour la crise agricole, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il y a une vache qui a la dermatose alors que c'est pas contagieux, on va décimer tout le cheptel. Quand il y a quand il y avait quelqu'un qui était non vacciné et qui avait le Covid, on lui disait faut te faire vacciner, sinon tu es viré de tout. Et on reproduit les mêmes schémas. Donc aujourd'hui, il faut bien comprendre que les industries pharmaceutiques se sont immunisées pour ne pas être condamnées. Et donc, il faut avoir 2 fois plus de combats. C'est pour ça que vous avez autant de difficultés. Parce qu'en réalité, il savait très bien ce qu'il faisait dès le départ. Albert Bourla ne s'est pas vacciné. Son équipe ne s'est pas vaccinée non plus. Macron n'a pas été vacciné. Et ça, c'est Jean Lassalle qui l'a dit lui-même, même s'il n'a pas apporté toutes les preuves. La plupart de nos ministres et de nos parlementaires n'ont pas été vaccinés et n'ont pas été soumis au pass sanitaire, au pass vaccinal. Donc comprenez bien que ce qu'ils ont promu pour le peuple, ils ne se sont pas appliqués pour la plupart eux-mêmes. Donc ça veut dire qu'ils savaient parfaitement ce qu'ils faisaient et qu'il faut les attaquer dans ce sens-là, parce que les avocats ont aussi leur rôle à jouer, les médias, et on essaye à notre humble niveau de faire le boulot ce soir, mais c'est beaucoup plus criminel en fait qu'on imagine. Aujourd'hui en France, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'on essaye de dépeupler le cheptel et on peut se poser la question assez légitimement. Alors, les fact-checkers, on pose la question, on peut poser des questions, je ne sais pas, je les pose, hein, que cette histoire de dépeuplement coïncide formidablement bien avec le Mercosur et aussi avec tous les traités de libre-échange à venir, hein, notamment avec l'Inde, ce super traité de libre-échange que Ursula von der Textolegen, l'impératrice en 2 couleurs, jaune et bleu, essaye de dealer, parce qu'elle le dealera puisqu'elle a la compétence exclusive. Et en fait, on se rend compte que on peut se poser la question légitimement de savoir si, après avoir étranglé les agriculteurs de normes, de surnormes, de surtransposition, et puis de contrôle en tout genre par l'OFB, enfin des trucs qui sont dingues et qu'on a découvert depuis 2024. Enfin, moi, on était certains à connaître ces problèmes-là, mais le grand public les a découverts. Et bien, au-delà de leur mettre des normes, on les met en concurrence avec tout le monde. Et en plus de les mettre en concurrence avec tout le monde, c'est ce que je vous avais appelé ça l'effet ciseau sur transposition des normes, c'est-à-dire qu'on les étrangle de normes. Ensuite, on les met en concurrence avec tout le monde. Donc là, on les étrangle avec la concurrence. Et il y avait peu de chances qu'ils s'en sortent. Et bien, pour couronner le tout, maintenant, on leur met une dermatose. Et puis, on va abattre les troupeaux. Alors que, d'après pas mal d'éleveurs, hein, qui sont dans le terrain, qui ont le nez dans la glace tous les matins, tous les midis et tous les soirs, eh ben, il semblerait que d'autres protocoles soient possibles, concrètement. Mais là, eh ben, on privilégie, on impose l'abattage massif. C'est d'ailleurs le basculement de jeudi dernier
voilà, à bord de sur Arize, où la gendarmerie ne s'est pas montrée sous son meilleur jour, avec un comportement absolument dégueulasse, inadmissible, insupportable, d'aller frapper sur les agriculteurs. Donc on nous a fait, Annie Genevard et les autres nous ont fait le coup des antifas, on nous a fait le coup des casseurs, on nous a fait le coup des Russes aussi. Voilà, finalement c'était des agriculteurs, mais au milieu il y avait des casseurs, et puis probablement qu'il y avait des ingérences au milieu étrangères qui font monter la pression pour essayer de déstabiliser le pays de l'intérieur. Non. Vous essayez de détruire, de liquider les agriculteurs, vous essayez de liquider la France, de la dissoudre. Donc, il fallait s'attendre à un moment donné à des réactions un peu véhémentes de gens qui ne veulent pas se laisser écraser par une politique néolibérale infâme, absolument mortifère, dégueulasse. Et oui, forcément, eh ben, il y a des réactions de gens qui ne supportent plus. Je crois que la meilleure séquence vidéo qu'on a pu voir, c'était à la sortie lundi soir de la préfecture de Toulouse, de Haute-Garonne, notamment avec Annie Genevard, où tous les agriculteurs, notamment la CR, et pas que la CR d'ailleurs, il y avait la FSDEA aussi, FDSEA, pardon, qui était extrêmement remonté, et Lionel Candelon et d'autres, qui étaient plus qu'énervés, excédés même par la réunion, parce qu'ils n'ont absolument, ils ne peuvent rien obtenir d'Annie Genevard, puisque tous décident à Bruxelles, et que Macron n'est que le petit télégraphiste de la politique bruxelloise qui voudrait saccager notre agriculture, nous faire perdre notre souveraineté alimentaire, parce qu'elle est déjà bien entamée, et puis nous faire passer les traités de libre-échange. Et on va parler du Mercosur, on va parler d'Emmanuel Macron, qui se réveille là. Monsieur se réveille mardi dans la journée pour nous dire qu'il s'opposera fermement à un passage en force du Mercosur. On va en reparler parce que Macron se fout de notre gueule. Macron se fout de la gueule des agriculteurs. Macron se fout de la gueule de tout le monde. Et c'est un absolu scandale. C'est un fiefé scandale. Il est menteur. C'est un menteur. Franchement, et en plus, il est pleutre. Monseigneur Roux a tout dit, et je lui en remercie effectivement. Moi, c'est la thèse que je défends, l'idée que je défends, c'est-à-dire qu'on doit axer notre communication, la communication de la révolte des paysans, mais la révolte tout court, sur la France. Le gouvernement ne s'attaque pas aux agriculteurs par hasard. Non mais franchement, pourquoi se donner autant de mal? Pourquoi se faire chier à aller emmerder les paysans et à aller détruire et à accélérer surtout leur destruction? Parce qu'ils les détruisent depuis 30 ans. On oublie que vous avez entre 1 et 2 agriculteurs qui se suicident par jour depuis 30 ans. Ils sont passés de 4 millions à peine 400 000 aujourd'hui. Donc le plan marchait très bien. Pourquoi depuis un certain temps accélérer? Et pourquoi également depuis un certain temps, alors qu'elle a toujours été attaquée, alors qu'elle a quasiment disparu en France, attaquer la religion catholique? Vous avez remarqué, les églises brûlent comme par magie. Des églises qui ont résisté pendant des siècles à tout, aux tempêtes, aux guerres, cette fois-ci, elles brûlent comme par magie. Vous avez eu le film Sacré-Cœur, le seul film catho qui est sorti depuis 30 piges, et là tout d'un coup ça a mis un émoi dans la France entière, et tout le système était vent debout pour l'interdire. Manque de peau, le film est plein carton. Pourquoi d'après vous, ils accélèrent sur ça, sur ces thèmes-là? Parce que l'histoire de ces vaches qu'on tue, l'histoire de ces églises qui brûlent, c'est tout ce que représente la France. Et il leur faut détruire ce que représente encore la France, parce que nos élites gouvernent mal, en tout cas gouvernent mal pour nous, mais se défendent bien. Et ils ont compris qu'il y a une colère. Et eux, leur but, c'est non seulement, bien sûr, de nous séparer, et ça, pour l'instant, ça fonctionne, mais pour éviter que toutes ces colères-ci se réunissent sur un facteur commun qui permet de réunir tout le monde, la France. Car moi, dans tous les propos que je peux entendre, dans toutes ces colères, qui sont toutes légitimes et qu'on soutient évidemment, on oublie trop souvent de parler de la France. On oublie trop souvent de parler de notre identité. Car quand on parle de la France, il faut parler de son identité. Quand on parle de la souveraineté de la France, il faut également parler de son identité. Il faut aussi également parler de notre religion. Il faut aussi également parler de Dieu. Dieu nous a donné cette terre. Nous a donné, bien sûr, tout ce qu'il faut pour nous nourrir. Et l'agriculture française, c'est l'excellence. C'est pas une agriculture comme tant d'autres à travers le monde. C'est l'excellence. C'est le top du top. Et il leur faut la détruire pour saper encore un petit peu plus le moral des Français. Je trouve que ce conflit a fait tomber les rideaux et je pense que
les États-Unis vont perdre beaucoup de plumes au niveau international, au niveau de leur crédibilité hein, aussi. Mais c'est aussi la même chose pour Israël. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une forme de suicide, puisqu'ils ne vont pas arriver à leur fin militairement, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas réussir à abattre le Hamas, ils ne vont pas réussir à abattre le Hezbollah. Ils essaient de faire quoi? Alors, on voit bien Netanyahou avec sa carte du grand Israël, mais il y a un plan, il y a vraiment une stratégie où c'est un peu des fous psychopathes qui essayent de grignoter sans vraiment savoir ce qui va pouvoir se passer. En fait, il y a un projet depuis le début du sionisme. Le projet, c'est d'établir un grand Israël du Nil à l'Euphrate. Des fois, c'est dit différemment. Alors là, je rapporte dans mon livre, Comprendre le conflit israélo-palestinien. C'est quelque chose de récurrent. De Ben Gourion à Netanyahou, on retrouve soit dans les déclarations, soit dans leur politique, dans la pratique du sionisme, la volonté d'établir un Israël qui s'étend du Nil à l'Euphrate et donc qui inclut le Sinaï, le sud Liban jusqu'au fleuve Litanie, la partie sud de la Syrie, donc c'est déjà fait puisqu'ils occupent le Golan, et même au-delà du Jourdain, c'est-à-dire la Jordanie actuelle qui s'appelait à l'époque la Transjordanie. Ça a toujours été le projet. Donc tu penses que les dirigeants israéliens, en fait, ils tendent vers ça? Oui, oui, bien sûr. Ils tendent vers ça. Leur objectif, c'est d'étendre les frontières, d'épurer ethniquement la Oui. Palestine et d'étendre les frontières. D'où le massacre à Gaza, le génocide à Gaza, qui est une épuration ethnique qui vise à peupler Gaza de colons juifs. C'est ça l'objectif. La guerre contre le Liban, donc l'énième guerre contre le Liban, vise à réoccuper, puisqu'ils ont déjà occupé, le sud Liban, même jusqu'au fleuve Litanie, puisque ça correspond aux frontières bibliques. La Syrie, comme j'ai dit, c'est déjà fait. Et ce que fait aujourd'hui Netanyahou, c'est-à-dire des guerres tous azimuts et des provocations tous azimuts, ont pour objectif d'entraîner les États-Unis dans une guerre régionale. Il veut un embrasement régional. Oui. Et l'idéal pour lui et pour les sionistes, parce que ça fait quand même au moins 20 ans que le lobby pro-israélien pousse les États-Unis vers une guerre contre l'Iran, son objectif, donc à Netanyahou, c'est de pousser les États-Unis dans cette guerre. Le passage le plus horrible, c'est que les enfants slaves qui étaient vendus coûtaient environ 3 fois plus cher qu'un adulte. Pourquoi? Parce que ces enfants étaient castrés et que pour obtenir un enfant castré, il fallait en perdre 2 ou 3. Parce que la castration était faite à vif, donc il y avait pas d'anesthésie. Donc il y avait des enfants qui mouraient d'infections, de différentes maladies et donc ça coûtait très cher un enfant castré et il y avait des ateliers de castration d'enfants. Alors je veux dire même pour l'époque, je veux pas être anachronique, à l'époque, ils avaient pas la même empathie qu'aujourd'hui et cetera. Ça était des guerres, c'est égorgé, on s'est décapité. Mais quand même, je veux dire, quand on parle d'enfants, il y avait quand même un minimum d'empathie. Donc il a fallu quand même des radhanites, qui se rappellent ne sont ni catholiques ni musulmans, pour pouvoir se charger de la sale besogne et de ce type de cruauté et de traiter des enfants slaves comme étant même pas des animaux. Je veux dire même un animal, on a de l'empathie, on peut pas le torturer comme ça. Et pour renforcer leur position, dans cette région-là, autour de la mer Noire, les radhanites ont adopté une stratégie matrimoniale pour convertir les élites khazars au judaïsme. Et donc ils ont réalisé des mariages mixtes, de part et d'autre et ils ont réussi à les convertir. Alors le peuple de base est resté majoritairement, je dirais pas païen, parce que les peuples turco-mongols étaient davantage tengristes, ils croyaient en un dieu céleste, mais ils sont pas devenus juifs, mais l'élite khazare est devenue juive Oui. pour des raisons commerciales et presque très pragmatiques en réalité. Et ça a duré pendant 3-4 siècles, cette histoire-là. Mais ça s'est pas arrêté avec la fin des Khazars. Mmh. La fin des Khazars, c'est avec l'arrivée des Mongols. Ça a continué parce que les Mongols ont perpétué cette tradition d'esclavage. Il a fallu attendre, même après Pierre le Grand, avec Catherine la Grande, pour mettre fin définitivement à la traite des Slaves. Oui, c'est ce genre de choses qu'on sait pas, dont on parle pas d'ailleurs, je sais pas trop pourquoi, mais c'est vrai que l'esclavage a été quelque chose qui est encore aujourd'hui, hein, c'est pareil, hein, c'est encore inscrit, heu
dans le peuple russe, hein, c'est même cette méfiance, envers, les juifs aussi, c'est inscrit, dedans. On le voit encore avec Poutine, hein, il y a pas si longtemps, enfin, il y a pas si longtemps, il avait fait un discours, alors je crois que c'était le 13 juin 2013, où il rappelait, devant au musée juif de Moscou, face à des religieux, que, le premier gouvernement était bolchevique à, Tout à fait. 80-85. Il le dit, hein, il le dit, en face à face, c'est important qu'il le dise. On sent que c'est important qu'il le dise. Donc Tout oui, à ça a fait. encore aujourd'hui, il y a encore cet impact, il 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 n'oublie pas l'histoire, quoi. C'est vraiment la Tout à Russie, ça fait. il n'oublie Parce pas que l'histoire. parce Ouais, qu'au final, il s'agit d'eux-mêmes. Je veux dire, les bolcheviks, c'est c'est des ça. radhanis. C'est des radhanis 2.0. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont sacrifié des millions de Slaves pour un messianisme qu'on appelle le bolchevisme, qui est un messianisme juif à la base. Je rappelle, est dirigé par des juifs. Donc dès que les ont la possibilité de dominer des Slaves, ils les traitent comme des objets. Pour eux, c'est pas des humains, c'est même pas des goïs, je veux dire.